Bonjour. Alors, Amine, on vous connaît aujourd'hui en raison de votre prise de parole lors de cette fameuse enquête diffusée sur M6 traitant de l'islamisme, du communautarisme à Roubaix. Vous êtes exprimé dans une interview en expliquant que vous construisiez, que vous êtes, je vous ai dit, je vous cite, hein, je me suis construit dans la parole. Pourquoi avoir choisi ou décidé de vous exprimer sur ce sujet dans cette enquête? Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis Amine Elbaï, j'ai 26 ans, je suis juriste en droit public et originaire de la ville de Roubaix. Et vous m'avez sans doute vu dans ce reportage sur Zone Interdite, d'abord pour mettre en avant un fait qui se produit au quotidien, en bas de nos rues, de nos fenêtres. Et j'ai l'impression aujourd'hui que nous faisons semblant de ne pas voir, ou en tout cas de ne pas parler, de ne pas assumer ce que nous vivons. C'est la montée d'un certain communautarisme qui existe et qui s'est construit au fur et à mesure du temps, au fil du temps, dans ma commune en tout cas à Roubaix. Et ce communautarisme s'est installé, et c'est pour ça que j'ai pris la parole dans ce reportage, il s'est installé aussi par voie d'inaction politique, parce que les politiques, de droite comme de gauche, sans faire le procès de nos responsables politiques, n'ont pas agi, soit par clientélisme, soit aussi parce qu'ils ont été dupés et trompés. Moi, je me souviens dans un certain nombre de quartiers, et notamment à Roubaix, lors des émeutes de 2005, où il a fallu justement créer ce dialogue avec un certain nombre de jeunes dans les quartiers. Et pour cela, certaines personnes se sont travesties en responsables religieux autoproclamés pour aller acheter la paix sociale dans certains quartiers. Et moi, j'ai vraiment voulu, à travers ce reportage, dire les choses et cesser de nier la réalité, cesser de nier ce qui se passe dans nos territoires. Et des Roubaix, il en existe des centaines en France. Il n'y a pas que Roubaix. Mais j'ai voulu montrer comment cette rue s'est métamorphosée en 5 ans, 10 ans, alors que, à mon humble niveau de citoyen, j'avais déjà alerté la ville de Roubaix, les élus, sur la montée, justement, dans cette rue, du communautarisme, l'ancien cordonnier qui est remplacé par une boucherie halal. Quand je dis qu'il y avait 5 à 6 boucheries halal dans la même rue, ce n'est pas la boucherie halal qui me pose problème, c'est quand il n'y a que des boucheries halal sur 50 mètres, ça démontre l'existence d'un certain communautarisme. Et bien évidemment, il y a une part de responsabilité politique aujourd'hui. Alors, on le sait, hein, depuis ce sujet, votre prise de parole a suscité beaucoup de réactions et surtout un déferlement de haine. Qu'est-ce que cela dit selon vous de ce qui se passe dans notre société et de ce sujet, quand on l'évoque aussi clairement que vous l'avez fait? Au lendemain du reportage, j'ai fait l'objet d'un certain nombre de menaces, des menaces de mort aussi. Chaque menace a fait l'objet d'une plainte, c'est instruit actuellement par le parquet, mais ma vie a clairement changé puisque j'ai été médiatisé, ma prise de parole a, a été largement relayée, partagée dans les médias, et donc forcément mon impact sur les autres change, et le poids de mes mots doit être mesuré en permanence. Mais je vais vous dire, pour moi, ma meilleure protection aujourd'hui, c'est la parole. C'est de continuer à parler, de cesser justement de, de, de m'engager. Et c'est ce que cherchent finalement nos ennemis, c'est ce que cherchent aussi les islamistes, c'est essayer justement de ne pas parler du sujet. Moi, j'ai voulu parler du sujet, et je vais vous le dire très sincèrement, j'ai parlé du sujet parce que moi, l'islamisme, c'est un sujet qui me touche intérieurement, qui me touche personnellement. En 2014, moi je me souviens, j'avais tout juste 17 ans, j'ai assisté à la radicalisation et au départ de ma propre sœur qui est partie en Syrie rejoindre les rangs de Daesh. Et j'avais justement, lors de son processus de radicalisation, j'avais alerté sa radicalisation au service de police. On était en 2014, on était bien avant les attentats, et les policiers à qui je m'adressais ne comprenaient pas, ne savaient pas du tout ce qu'était la radicalisation. Et comme de nombreux jeunes Français, elle a pu rejoindre les rangs de Daesh. Et lorsque j'ai alerté notamment la ville de Roubaix dans ce reportage
sur l'existence d'une association que la ville subventionnait à hauteur de 80 000 euros quand même chaque année, qui faisait du soutien scolaire, ou en tout cas du soutien scolaire par prétexte, puisqu'en fait, en réalité, cette association faisait surtout des cours coraniques travestis par des cours de langue arabe, et puis pas n'importe quel cours coranique, puisqu'une enquête préfectorale va démontrer, suite à mon signalement, que c'était des cours coraniques d'obédience salafiste. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il existe de tas de situations similaires dans plusieurs communes, dans plusieurs collectivités, qui échappent au contrôle de l'État, qui échappent au contrôle des élus. Et aujourd'hui, il y a deux sujets. Il y a le sujet de Roubaix, où évidemment on a vu dans ce reportage le double discours de la municipalité. Et puis il y a un autre sujet, c'est est-ce que finalement les maires des communes sont vraiment armés pour lutter contre l'islamisme à l'échelle locale. Et cette affaire, elle pose finalement la question de la répartition des compétences entre l'État et les communes dans la lutte contre l'islamisme. J'ai envie de revenir sur votre situation aujourd'hui, parce qu'on en a longuement parlé hier. Vous avez choisi courageusement de parler, d'énoncer l'évidence. Aujourd'hui, vous êtes menacé. Vous vivez sous protection. Oui, ça veut dire quoi? Comment ça se passe au quotidien? Ça veut dire que ma vie a clairement changé. Je dois revoir en permanence mes déplacements. J'essaie justement au quotidien de préparer mon agenda, de ne pas trop rester, dehors. Quand je vais manger au restaurant, ne pas rester en terrasse, mais plutôt à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment des petits détails, mais qui font qu'aujourd'hui, je dois choisir et je dois accepter de renoncer à une partie de mes libertés individuelles, parce que je suis menacé, et je suis menacé comme beaucoup de personnes, et je rends hommage ce soir, ce matin, excusez-moi, je rends hommage à l'imam Hassan Chalgoumi qui est parti et qui lui aussi vit une vie très difficile parce qu'il est aussi menacé. Et puis tout au long de la journée, nous allons avoir l'occasion d'écouter le témoignage de différentes personnes qui vivent aussi sous protection. L'avocat Richard Malka, Zineb El Razoui, et toutes ces personnes qui ont fait le choix justement d'accepter de renoncer à une partie de leur liberté parce qu'elles sont menacées, parce qu'elles dénoncent courageusement l'islamisme. Vous me disiez aussi que ça réveillait certaines envies de parler, de s'exprimer chez certains qui vous interpellaient dans la rue en disant bravo. Oui, on a finalement ces deux camps. Enfin, moi, je l'ai vu principalement sur les réseaux sociaux. Moi, mon numéro de téléphone a été diffusé sur les réseaux sociaux. J'ai reçu des menaces de mort, des menaces téléphoniques. Puis en fait, finalement, on avait les deux camps. On avait vraiment ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, des comptes anonymes, les pro-ouïghours ou les pro-palestiniens de circonstances qui m'insultaient de traître, puisque forcément, comme je m'appelle Amin El-Bailly et que je suis de culture musulmane, que je suis un enfant d'immigrés, je suis forcément un traître parce que je dénonce l'islamisme. Et puis, de l'autre côté, vous avez aussi d'autres personnes. Moi, dans ma circonscription, à Roubaix ou à Trello, vous savez, ça vote 40% pour le Front National. Et avant de venir, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré une personne qui me disait mais vous savez, des comme vous, il en faut beaucoup. Et ça voulait tout résumer. Ça démontre qu'il y a une forme de tabou et que si c'est une personne, je vais vous le dire de manière très transparente pour briser les vitres, quand vous êtes blanc, que vous appelez Antoine et que vous dénoncez l'islamisme, vous êtes un raciste, vous êtes un facho. Et quand vous appelez Amine, que vous avez 26 ans et que vous dénoncez l'islamisme, vous êtes un traître. Il n'y a pas de juste milieu. Et aujourd'hui, on doit continuer à briser ces vitres, on doit continuer à prendre la parole pour lutter collectivement contre l'islamisme. Et quand on parle d'islamisme, on parle d'un double front avec deux ennemis. Dans l'islamisme, moi je désigne dans ce reportage les salafistes, mais il y a aussi, et surtout, il faut le rappeler, l'idéologie des frères musulmans qui continue de miner notre pays, qui continue d'infiltrer un certain nombre d'associations, de tromper un certain nombre d'élus et de détourner justement les valeurs de la République. Je finirai sur une dernière question, puisqu'on me fait signe d'arrêter bientôt. Bernard Rougy a écrit brillamment sur les territoires conquis de l'islamisme. Considérez-vous aujourd'hui qu'il y a des
territoires définitivement perdus? Alors, moi, je pense que oui, on a perdu plusieurs territoires. Et j'estime que des quartiers comme Roubaix, en tout cas, cette rue dans le reportage, il en existe des centaines et des centaines en France. Mais ces territoires ont été perdus, mais nous devons les reconquérir. Et pour cela, moi, je pense qu'il faut rétablir un certain nombre de mesures. Tout à l'heure, le ministre Jean-Michel Blanquer le rappelait, il faut aussi parfois avoir besoin, on a aussi ce sentiment collectif de vouloir lutter et d'envoyer ce message positif, ce signal fort face à l'islamisme. Et pour cela, il faut aussi s'en donner les moyens. Moi, je me souviens, après les attentats, on avait, à l'échelle de l'éducation nationale, ils avaient lancé la réserve citoyenne de l'éducation nationale qui ne marche plus aujourd'hui, qui n'a même pas été sollicitée, qui n'est pas sollicitée, qu'il faut relancer, il faut justement transmettre aujourd'hui un peu plus de savoir à l'école et puis redonner goût au drapeau tricolore, puis porter peut-être d'autres mesures qui... et on le voit, moi je le vois à l'échelle locale. Il existe un tas de mesures législatives et réglementaires. J'ai l'impression depuis 5 ans qu'à chaque fois qu'il y a un événement, on veut voter une loi pour voter cette loi pansement et pour faire en sorte que l'opinion publique soit rassurée. Mais il faut surtout mieux former nos élus, leur donner les outils pour appliquer la loi. Il y a eu le discours des Mureaux, il y a eu cette ambition collective. Et il faut aujourd'hui sortir de ces clivages gauche-droite. Je pense que sur ces sujets, nous pouvons trouver ce point d'entente, mais il est nécessaire et il est indispensable d'appliquer la loi. Parce que la question de Roubaix et justement de ces rues qui ont clairement fait sécession, de ces poupées sans visage, moi ça m'a fait beaucoup rire, et en même temps ça m'a heurté, ça m'a choqué. La question, c'est l'application de la loi. Nous avons un arsenal législatif, nous avons un arsenal réglementaire, et nous devons être capables de faire appliquer la loi, de faire appliquer les règlements. Je vais prendre un dernier exemple. Au lendemain du reportage, il était question notamment de ce restaurant où on avait pu apercevoir que les femmes étaient cloîtrées dans des box. Ce restaurant a été fermé au lendemain du reportage. Mais il a été fermé non pas pour des motifs de sécurité publique, il a été fermé pour des raisons d'hygiène. Autrement dit, après les élections présidentielles, il va réouvrir ce restaurant. Et donc, en réalité, on fait semblant de ne pas savoir, sauf que tout le monde l'a vu et tout le monde le sait, et il faut pour cela faire appliquer la loi, fermer ce restaurant pour des motifs de trouble à l'ordre public et renforcer notre arsenal législatif. Moi, à titre personnel, en tant que juriste, je pense même qu'il faudrait peut-être aller plus loin, il faudrait une révision constitutionnelle et inclure dans la Constitution le droit à la sécurité, de façon à ce que toutes les lois qui ont été votées, qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, notamment le délit de consultation des sites djihadistes qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, toutes ces lois-là puissent être jugées compatibles avec les droits et libertés que la Constitution offre aujourd'hui. Merci Amine Elbaï, Najat Chirigui. Merci beaucoup. Merci Amine. Merci à tous.